C'est au cœur du Limousin, dans le jardin de son grand-père, que Simone de Beauvoir s'éveille à la sensualité. Le domaine de Mérignac imprègne à jamais sa mémoire d'un bonheur voluptueux. 9 ans après la publication du Deuxième sexe en 1949, qui fait d'elle une icône féministe mondialement célèbre, Simone de Beauvoir raconte ses années de formation, son enfance dans un milieu bourgeois conventionnel à 1000 lieues de la femme libre qu'elle est devenue. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Dans Mémoire d'une jeune fille rangée, paru en 1958, le Limousin apparaît comme l'endroit où elle prend conscience de son éducation traditionnelle et trouve la force de s'en affranchir. Chaque année, au début de l'été, Simone de Beauvoir et sa famille quittent Paris et débarquent à la gare d'Uzerche. Depuis la naissance de Simone en 1908, les Beauvoir, issus de la petite noblesse, ont vu leur fortune fondre et voyager successivement en première, puis seconde et enfin troisième classe. Mais à Uzerche, considérée comme la perle du Limousin, il renoue avec les élites locales qui, depuis le XVIe siècle, ont construit de belles demeures avec jardins à l'italienne, si bien que l'on dit « qui a maison à Uzerche a château en Limousin ». Chaque été, les Beauvoir redeviennent châtelains. C'est à côté d'Uzerche que le grand-père de Simone, Ernest de Beauvoir, fonctionnaire de la ville de Paris, a pris sa retraite. À Mérignac, des arbres rares et une multitude de fleurs entourent une volière pleine d'oiseaux. Pour la petite Simone de Beauvoir et sa sœur cadette, c'est un espace de liberté. Dans le parc de Mérignac, Simone a toutes les audaces. Quand la guerre éclate en juillet 1914, à 6 ans, elle s'autoproclame générale des armées. Elle estimait que le parc de Mérignac, c'était le monde. Elle mettait sa sœur pour gérer la Russie, c'était Nicolas II, qui était de l'autre côté de la volière. Ma mère, Jeanne de Beauvoir, était Georges V, roi d'Angleterre, de l'autre côté de la rivière. Et elle-même, c'était Poincaré, qui habitait au centre de la pelouse. Et elle gérait l'ensemble des alliés, si on peut dire, pour attaquer, entre guillemets, les Boches, qui étaient les arbres. Donc elle avait déjà inventé de la géopolitique. Mérignac est aussi le lieu des retrouvailles familiales. Chaque été, Ernest de Beauvoir réunit ses 2 fils, Georges, le père de Simone, et son aîné Gaston et leur famille. Tout le monde se tient dans les 3 étages de la maison. Simone se réjouit d'avoir une chambre pour elle seule alors qu'à Paris, elle dort avec sa sœur Hélène. Au rez-de-chaussée, le salon et la salle à manger sont le siège de grandes discussions. Lors des repas préparés par des domestiques, on parle de théâtre, de chasse, de potins. Mais la politique est réservée aux hommes. Simone raconte très bien que pendant les repas des Beauvoir, eh bien, les 3 hommes parlaient politique. Il y en avait un qui était républicain, l'autre qui était bonapartiste et l'autre qui était un peu royaliste. Et les discussions étaient chaudes, à aller jusqu'aux engueulades, mais à la fin, tout s'arrangeait avec un petit verre de gnôle. Le ravitaillement de Mérignac est assuré par les fermes alentours. Simone s'indigne quand une cousine refuse de saluer la première les boulangers, considérant qu'elle leur est supérieure. Georges, le père de Simone, a élevé sa fille dans l'idée que les pauvres ont un cerveau inférieur et dans sa prime jeunesse, elle le croit. J'aimais tellement la campagne que la vie des paysans me semblait heureuse. L'odeur du purin, la saleté des intérieurs, me semblaient traduire la grossièreté de leurs âmes. Ils ignoraient la beauté des couchers de soleil,
Il ne lisait pas, il n'avait pas d'idéal. Cette mentalité heurte cependant la sensibilité de la jeune Simone de Beauvoir. Et à Mérignac, elle commence à envisager que la domination bourgeoise est une injustice. Elle allait avec sa mère voir les fermes autour. Eh bien, elle voyait quand même, comme tout le monde, qu'il y avait une énorme différence. Elle a voulu apporter quelque chose lorsqu'elle a décidé de pouvoir faire la classe aux enfants des fermiers et des agriculteurs du coin. Et sa mère comprenait, parce que pour sa mère, c'était sans doute une action charitable. Ça rentrait dans la voie religieuse. Alors que pour Simone, c'était à mon avis une affaire sociale. Elle voulait les faire avancer dans la connaissance. Alors que Georges, son père, est athée, Françoise de Beauvoir, la mère de Simone, est très pieuse et élève ses filles dans la foi catholique. Messes et prières rythment leur vie. La religion est omniprésente. Cet arbre qui s'appelle l'arbre de la Sainte Vierge, c'est un arbre auprès duquel la mère de Simone, les dames de Mérignac de l'époque venaient régulièrement. Et même moi, enfant, j'ai souvenir que le Vendredi Saint, c'était une station du chemin de croix. C'est pourtant à Mérignac que Simone de Beauvoir perd la foi. Elle qui fait corps avec la nature, qui aime tant courir dans les champs et croquer dans tous les fruits, doute soudain de l'existence d'un Dieu qui condamne la jouissance des biens de ce monde. Un soir, à Mérignac, je compris que rien ne me ferait renoncer aux joies terrestres. Je ne crois plus en Dieu, me dis-je, sans grand étonnement. J'avais toujours pensé qu'au prix de l'éternité, ce monde comptait pour rien. Il comptait puisque je l'aimais, et c'était Dieu, soudain, qui ne faisait pas le poids. Depuis l'enfance, Simone de Beauvoir émerveille son père par son intelligence et sa curiosité intellectuelle. Même si Georges considère que pour une femme, c'est plutôt un handicap. Il disait à sa fille, « Toi, tu as un cerveau d'homme. » Mais il en était un peu déçu, en fait, parce que le but était de la marier. Une femme trop intelligente, trop éveillée, c'était elle le chef, un peu. Et Georges a eu peur que Simone trouve personne pour l'accompagner tout au long de la vie. Mais Georges a prévenu ses filles qu'elles devraient travailler. Il n'est pas assez riche pour leur donner une dot qui leur assurerait un beau mariage. Simone et Hélène ne sont pas des bons partis. Mes parents avaient renoué avec de vieux amis qui passaient l'été dans un château des environs. Ceux-ci avaient 3 fils, fort beaux garçons, avec qui nous allions jouer au tennis. Leur mère prévient délicatement la nôtre qu'elle n'accepterait pour bru que des filles dotées. Cela nous fit bien rire, car nous considérions sans convoitise ces jeunes gens rangés. Début août, les Beauvoir quittent Mérignac pour se rendre à une vingtaine de kilomètres à Saint-Germain-les-Belles, dans le château de la sœur de Georges. À la Gruyère, Simone retrouve sa cousine Madeleine. Élevée avec plus de liberté, Madeleine initie Simone à la sexualité. Madeleine a 5 ans de plus qu'elle. C'est une jeune fille qui vit à la campagne, donc qui voit ce qui se passe autour d'elle, au niveau non plus des animaux de la ferme. Et elle sait ce que c'est que la reproduction. Elle nous montra son chien et nous fit remarquer 2 boules entre ses jambes. « Eh bien, dit-elle, les hommes en ont aussi. » Je trouvais cette leçon d'anatomie oiseuse, et sans me rendre compte que j'avais amorcé une vilaine conversation. Je pressai Madeleine. Qu'y avait-il d'autre? Elle m'expliqua alors ce que voulaient dire les mots amant et maîtresse. Simone tombe des nues. Elle que sa mère a éduquée à faire sa toilette sans jamais regarder son corps est totalement inculte sur la vie sexuelle. La mère de Simone, Françoise, ne parle absolument pas du tout de toutes ces choses-là liées à la transformation du corps des femmes. Et en fin de compte, c'est Madeleine qui va lui apprendre ce que c'est que les règles. Et ça va beaucoup, bien sûr, tracasser Simone, qui va s'en ouvrir à sa mère. Et sa mère va dire, bah, tu sais les choses maintenant.
Donc tout ce qui peut émanciper, sa mère, Françoise de Beauvoir, essaie de fermer les portes. Donc c'est la campagne, et celle-ci entre autres, qui va permettre à Simone de s'émanciper. Simone s'émancipe d'abord à travers sa vie intellectuelle. En 1929, à 21 ans, elle réussit l'agrégation de philosophie. Elle arrive deuxième derrière Jean-Paul Sartre. Les deux jeunes gens ont déjà noué une profonde complicité intellectuelle. Après leur examen, Simone part en Corrèze et comme chaque été, passe le mois d'août à la Gruyère, sans se douter que les conventions familiales vont y voler en éclats. Visite surprise de Sartre. Sartre est descendu de Paris et a pris un petit hôtel, l'hôtel de la Boule d'Or à Saint-Germain-les-Belles, à côté de la Gruyère, et il va se manifester. Et Simone est folle de joie de cette surprise, donc elle annonce à ses parents que Sartre est là, son collègue ami, et elle pense qu'il va être invité à déjeuner. Et en fin de compte, absolument pas. Dans ces milieux-là, on ne reçoit un garçon que s'il y a une demande de fiançailles. Recevoir un jeune homme, c'est dégradant pour l'image de ces jeunes filles en fleurs. Et la mère de Simone va justifier auprès de la famille en disant « c'est juste un ami qui vient juste saluer Simone sur son passage ». Mais Sartre, pas du tout, a l'intention de rester. Et donc, il va venir rôder autour de la Gruyère. Simone et sa cousine Madeleine vont mettre au point un ravitaillement qui va se faire dans un pigeonnier qui se trouve au bas du château. À 50 mètres de la Gruyère, le pigeonnier devient le point de ralliement du jeune couple. C'est l'endroit où Sartre venait attendre les casse-croûtes apportées par Simone. Elle dérobait du pain et un petit pique-nique, ce qui veut dire à sa tante, mais qu'est-ce que tu as de l'appétit en ce moment, qu'est-ce que tu as de l'appétit? Et elle portait son casse-croûte à Sartre qu'elle rejoignait. Et on peut penser aussi également que c'est là qu'elle a peut-être connu l'amour la première fois dans ce pigeonnier. Le couple le plus illustre du XXe siècle a découvert ses plaisirs physiques au pigeonnier. Et c'est trop pour Georges de Beauvoir, le père de Simone, qui descend dans ce parc, va revoir le jeune homme devant Simone, il dit « maintenant ça suffit jeune homme, vous compromettez la moralité de ma fille, de mes deux filles et de mes nièces, donc maintenant il faut repartir ». Et Sartre dit « non, 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 je reste parce que j'ai beaucoup à faire avec votre fille, donc je resterai ». Donc Georges part furieux. Personne ne dit quoi que ce soit. Mon père m'ignora. Ma mère avait passé la plus grande partie de la journée à pleurer dans sa chambre. Ma cousine Madeleine trouvait ça tellement merveilleux, tellement romanesque. Je me sentais tellement soulagé. Les choses étaient nettes. Mon père et ma mère n'avaient plus de prise sur ma vie. J'étais vraiment responsable de moi désormais. Je pouvais faire ce qui me plaisait et rien de ce qu'ils pouvaient dire ou faire ne me retiendrait. Simone de Beauvoir prend le large, s'éloigne de son milieu et de sa famille. Elle ne reviendra plus jamais en vacances dans le Limousin.